chers étudiantes et étudiants, nous arrivons maintenant à la deuxième partie de la notion de l'intégration de fonctions. Dans une leçon précédente, nous avions introduit la notion d'intégrale pour des fonctions en escalier. Maintenant, nous introduisons la notion d'intégrale pour des fonctions, je dirais, un peu plus élaborées, puisque les fonctions en escalier étaient des fonctions qui étaient très simples, qui étaient constantes par morceau, si vous voulez. Ici, au lieu de constante par morceau du caractère fonction en escalier, nous allons maintenant passer à continu par morceau. C'est-à-dire on peut se permettre maintenant d'avoir des fonctions qui ne sont pas constantes, mais quand même continues. Alors, cette étape est cruciale pour la définition de la notion d'intégrale. Évidemment, je dois dès le départ le dire, hein, une fonction est continue et automatiquement une fonction continue par morceau. Donc, dès le départ, nous avons la notion de l'intégrale pour les fonctions continues. Pourquoi s'intéresse-t-on à la notion de continu par morceau? Rappelez-vous que lors de la leçon sur les fonctions en escalier, on avait énoncé une propriété qui était capitale, c'était que la valeur de l'intégrale d'une fonction en escalier ne change pas quand je change les valeurs de la fonction à intégrer, bien sûr, sur un nombre fini de points. Donc, c'est pour ça que, pour permettre encore cette caractérisation ou cette propriété pour les fonctions continues, on va dire, au lieu de prendre une fonction totalement continue, on peut se permettre de couper en quelques points. Bon, évidemment, on a un nombre fini de points, on ne peut pas avoir plus que ça. Et donc, ce que l'on peut dire, pour construire maintenant la notion d'intégrale pour une fonction continue, ben on prendra des fonctions qui sont continues par morceau. Donc, pardon, l'intégrale de fonctions continues par morceau. Alors, ce que nous allons voir dans cette leçon, c'est d'abord qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue par morceau, hein, et bien sûr, comme toujours, quelques propriétés, hein, propriétés relatives à l'addition, produit, ainsi de suite et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est qu'une ou l'intégrale d'une fonction continue par morceau? Comment construit-on cette intégrale? Parce que, disons-le, jusqu'à maintenant, on ne sait calculer une intégrale, je dirais théoriquement, parce que je sais que vous avez déjà vu un petit peu l'intégration, donc vous savez déjà intégrer des fonctions, mais ici, pour le module de mathématiques 1, pour l'instant, nous ne savons faire de l'intégrale que pour des fonctions dans l'escalier. Donc, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une intégrale de fonction continue par morceau. Bien sûr, en ayant introduit cette notion d'intégrale, on va essayer de voir ses propriétés, alors relatives à la somme, peut-être relatives à la linéarité, peut-être positivité, on verra. Alors, après, on va essayer d'étendre cette définition et on va changer de notation pour adapter enfin les notations que vous connaissez, que nous connaissons tous, qui sont beaucoup plus habituelles que la notation que nous avions adaptée pour l'intégration de fonctions en escalier. Alors, fonction continue par morceau. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue par morceau? Alors, on dira qu'une fonction f, je répète et j'insiste pour dire je travaille sur un intervalle fermé, borné. Si je dois enlever A, ou si je dois enlever B, ou si je dois enlever les deux, ou si je dois avoir un intervalle qui n'est pas borné, la notion d'intégrale n'est plus valable. Cette notion, on verra dans une leçon, comme j'ai dit précédemment, pour des intervalles qui ne sont pas fermés ou qui ne sont pas bornés, alors je répète, qui ne sont pas fermés ou qui ne sont pas bornés, on verra qu'on peut introduire une notion d'intégrale généralisée. Donc, je suis en train en fait de vous préparer, chers étudiantes et étudiants, un petit peu pour une leçon que l'on appellera leçon intégrale généralisée. Donc, pour l'instant, intégrale tout court. F est une fonction d'un compact d'un fermé borné AB sur R, est dite continue par morceau, si seulement si quoi?
si seulement s'il existe une subdivision de cet intervalle AB, dite, bien sûr, comme dans le cas pour les fonctions escaliers, on va aussi dire adaptée, telle que, pour tout cas dans 0 jusqu'à n-1, on est la restriction de fk à l'intervalle xk plus 1, et là, j'insiste pour porter votre attention à ce que je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe en xk et xk plus 1. Et vous voyez, en fait, là, c'est la philosophie est toujours la même que pour les fonctions d'escalier, pour justement permettre de dénoncer un certain résultat qui dira, bon, on ne changera pas l'intégrale en changeant la fonction en un nombre fini de points. Donc, ici, je prends la restriction de ma fonction. Cet intervalle est indicié par k. J'appellerai la restriction de f sur cet intervalle-là, je l'appellerai fk. Et alors, je demande à ce que cette restriction soit continue. Bien sûr, je ne demande pas qu'elle soit continue, pas nécessairement, non. Si elle est continue, tant mieux. Hein. Je ne demande pas à ce qu'elle soit continue en xk, ni en xk plus 1. Mais sur l'ouvert xk plus 1, cette fonction doit être continue. Donc, un petit dessin pour mieux illustrer ceci. Je prendrai deux cas. Un cas, je dirais, un bon cas et un mauvais cas, si vous voulez, si on ose dire. Je prendrai ici c'est A et c'est B. Je prendrai une fonction qui est bien sûr continue. Et je prendrai bien sûr une subdivision. Hein, donc ça c'est A. Donc c'est x0, pardon, ici c'est B. Alors je prendrai ça c'est x1. Vous voyez? Je prendrai ça c'est x2. Je prendrai x3. Ah bon, ben je ne ferai pas plus que ça. Hein, donc, et puis ça c'est B. Vous voyez que dans ce cas-là, dans le cas de la continuité, quelle est la restriction de la fonction à l'intervalle x0, x1? C'est justement cette partie. Quelle est la restriction de la fonction à l'intervalle x1, x2? Ça va être cette partie. Et bien sûr, la même chose ici, la même chose ici. Donc dans ce cas-là, j'ai fait un dessin correspondant à une fonction continue. Donc je ne lève pas la main. Donc il suffit de couper. Hein? Donc je coupe. Cette partie-là, c'est la restriction. Cette partie-là, c'est la restriction. Mais je peux aussi faire un autre cas qui est le suivant. Donc on va le construire, si vous voulez, petit à petit. Ça, c'est A. Ça, c'est x1. Bon, je vais en faire x2. Et j'arrête. Hein. Donc ça, c'est x3 égale à B. Je vais prendre une fonction qui vaut peut-être une certaine valeur ici. Et puis, qui va valoir donc vous voyez un petit peu. Alors ce dessin, qu'est-ce qu'il signifie? Ça signifie que ça c'est f de A, il est là. Ça, si vous voulez, c'est la limite à droite en A. Ça signifie tout simplement que la fonction n'est pas continue en A. Et que je prends aussi la limite à droite, pardon, à gauche en x1, c'est cette valeur. Ça, c'est f de x1. Ça signifie maintenant que la restriction de ma fonction, elle est bel et bien continue. Vous voyez, je ne lève pas la main, mais elle n'est pas continue ni en x0, ni en x1. J'ai fait dans ce cas-là la même chose. Vous voyez un petit peu ce petit signe, ça signifie que j'enlève. Hein. Donc, la même chose ici, la restriction de x1 à x2, elle est de cette forme-là. Elle n'est pas contenue en x1, mais dans ce cas-là, elle va être continue, hein, parce que je considère que f de x2 comme ceci. Et bien sûr, je peux faire ça aussi, je peux faire ça aussi. Ce qui est capital, c'est que, en fait, je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe sur les bornes. Bien sûr, je devrais quand même connaître la valeur de la fonction en x0, en x1, en x2, en x3. C'est tout simplement pour dire quelle est sa définition. Mais du point de vue notion de fonction continue par morceau, ce qui m'intéresse surtout, c'est la continuité à l'intérieur de chacun des intervalles. Donc vous voyez ici, dans le premier cas, c'était une fonction continue, donc je n'avais pas à faire un dessin assez compliqué. Mais ici, bon, vous voyez, je fais, hein, vous voyez un petit peu ce que je fais, et bien sûr la valeur de la fonction, la valeur de la fonction, la valeur de la fonction, la valeur de la fonction. Donc, en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est la continuité à l'intérieur de chacun des intervalles correspondant à la subdivision. Bon, donc,
restriction fk de f à xk plus 1 est continue. Cette restriction, bien sûr, est prolongeable par continuité au point xk plus 1. C'est normal. Maintenant, je peux dire, si vous voulez, je peux enlever ce point parce qu'il ne m'intéresse pas. Rappelez-vous un petit peu ce que j'avais dit. Je peux changer la valeur de la fonction en un certain nombre de points, infini. Sur la subdivision, on a un nombre fini de points. Donc, en fait, je peux gommer ce point, vous voyez, et prolonger en disant, je prendrai pour la restriction et non pas pour la fonction, parce que pour la fonction, les choses sont automatiquement définies. Hein, il n'y a pas à changer. Pour la restriction, je peux dire la valeur en A, c'est cette limite, la valeur en x1, c'est cette limite, ainsi on aura. Bien sûr, pour la fonction f1, je prendrai cette limite et cette limite. Bien sûr, la valeur en x1 de cette fonction-là ne sera pas la même chose que la valeur en x1 de cette limite-là. Mais je peux uniquement considérer que la fonction ici est continue, je peux la prolonger. Alors pourquoi je peux la prolonger? Tout simplement parce que, vous voyez, je fais des sauts finis. Donc en fait, ce sont des discontinuités. À la limite, au plus pire des cas, j'aurai des discontinuités de première espèce. Donc, je peux prolonger par continuité, non pas f, mais tout simplement les restrictions. Alors, bien sûr, comme notation, comme toujours, on doit quand même faire adopter une notation pour l'ensemble des fonctions continue par morceau de l'ensemble du compact AB sur R. Alors, je le note CM, hein, continue par morceau. Alors, maintenant, on va passer à la définition de la notion d'intégrale. C'est-à-dire, hein, c'est l'objet crucial de notre leçon. Alors, première étape, vous voyez, alors j'insiste, donc je vais doucement, donc vous voyez un petit peu, approximation par des applications en escalier, par des fonctions en escalier. Je prends une fonction qui est définie sur le compact AB qui va dans R, qui est continue par morceau. Alors, pour tout epsilon positif, il existe deux applications en escalier, phi et psi. Attention, phi et psi dépendent de epsilon. Donc, même si on ne le note pas, mais vous le savez, d'après les règles de la logique, tout ce qui vient après un quel que soit, il dépend. Donc, phi dépend de epsilon. Donc, vous voyez, je prends epsilon égale 1 dixième, j'aurai un certain phi qui correspond à 1 dixième, un certain psi qui correspond à 1 dixième. Je prends maintenant epsilon égale 1 centième, je n'aurai pas nécessairement la même fonction phi, et je n'aurai pas nécessairement la même fonction psi. Donc, faites attention, c'est pas parce que j'écris ici phi et psi, c'est pour ne pas alourdir l'écriture. Phi dépendra de epsilon. Tel que, alors, ces fonctions en escalier. Alors, vous voyez, cette approximation me permet de passer d'une fonction qui n'est pas nécessairement en escalier par une sorte d'approximation par des fonctions en escalier. Alors, f est coincé entre phi et psi. F est coincé entre phi et psi. Quel que soit x dans AB. F de x est comprise par défaut par phi de x et par excès par psi de x. Ce qui est encore très important, l'erreur que je commets par cette approximation est précisée d'avance par mon epsilon que j'ai choisi d'avance. Alors, j'ai écrit ici psi moins phi. Vous voyez que nécessairement phi est plus petite que psi. Donc, psi, la quantité psi de x moins phi de x est toujours positive ou nulle. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche deux fonctions en escalier, une qui approche par défaut la fonction continue par morceau, l'autre qui approxime par excès la fonction continue par morceau, est telle que la différence entre psi et phi soit comprise entre 0 et epsilon. Ça signifie tout simplement que je me donne une erreur epsilon, je trouve deux fonctions qui dépendent bien sûr de ce epsilon, qui, l'erreur maximale, est majorée par epsilon. Si je prends epsilon égale 1 dixième, je trouve une fonction psi 1 dixième, si vous voulez, une fonction phi 1 dixième, telle que la différence est plus petite qu'un dixième. Donc, avouez-le, en fait, on s'intéresserait à avoir des choses de plus en plus précises. Donc, on prendra epsilon égale 1 centième, bon, 1 centième c'est encore trop peu, 1 millième, 1 dix millième, 1 millionième, pour dire que de plus en plus, la précision doit être plus petite. Donc, pour chaque epsilon, donc mathématiquement c'est comme ça qu'on l'écrit, quel que soit epsilon, il existe un phi indice epsilon, il existe un psi indice epsilon, donc on n'écrit pas indice epsilon pour ne pas alourdir l'écriture, mais
faites très attention, c'est une des règles importantes de la logique. Je prends phi, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, j'encadre ma fonction f par les fonctions en escalier phi indice epsilon et psi indice epsilon, de telle manière que ceci en est su. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je prends maintenant une fonction, bon ça c'est un résultat qu'on démontre, mais qui est quand même assez difficile. Vous n'êtes pas obligé de comprendre comment fait-on pour construire ce phi et epsilon. Seuls les étudiants et les étudiantes qui feraient des études un peu plus poussées en mathématiques sauront comment le faire. On n'est pas obligé, ce qui nous intéresse c'est beaucoup plus utiliser le résultat et non pas le démontrer. Alors maintenant, vous voyez, je vais prendre n appartient à n étoile. Je vais dire, si je prends epsilon égale à 1 sur n, d'accord? Si je prends epsilon égale à 1 sur n, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement un phi indice n et un psi indice n. Là, je suis obligé de l'écrire. Ça signifie que pour n'importe quel n, en considérant epsilon égale à 1 sur n positif, j'aurai, quel que soit x dans AB, f de x va être coincé entre psi indice n et phi indice n. Je rappelle que phi n et psi n sont des fonctions en escalier, et tel que psi n moins phi n est positif ou nul est inférieur ou égal à 1 sur n. Alors, cette manière de faire me permet donc de construire une suite phi n, qui n'est pas nécessairement la même qu'ici, hein. Donc ça c'est une première étape pour construire la suite phi n qu'on va faire ici. Il existe une suite phi n de fonctions en escalier telle que je prends la fonction f moins phi n, je prends la valeur absolue. Alors, je sais que les phi n sont des fonctions en escalier, c'est des trucs bornés. F est continu par morceau, donc c'est une fonction bornée. Donc, je sais que pour une fonction bornée, il va admettre une borne supérieure sur mon intervalle AB. Alors, comment fait-on pour voir un petit peu cette borne supérieure? Comme elle est par morceau, sur chaque morceau, je prends le sup, et je prends le sup de tous les sup. Donc, vous voyez, sur le premier morceau, j'aurai un premier sup, sur le deuxième morceau, j'aurai un deuxième sup, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, cette quantité ne dépend plus de x, mais va dépendre d'un certain n. Ce que l'on demande, c'est que la limite, en plus l'infini, de ceci est égale à 0. Alors, en termes un petit peu, en termes mathématiques, on dira, non, ce sera dans le futur, on dira que la suite phi n converge uniformément vers f sur l'intervalle fermé borné AB. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La proposition nous dit qu'il existe une suite phi n de fonctions en escalier telle que ceci. Ceci est très important pour notre construction. Ça signifie que je peux approcher uniformément ma fonction continue par morceau par une suite de fonctions en escalier. Et alors, maintenant, on définira, je vais définir donc maintenant, je prends une fonction qui va de AB dans R, une compute par morceau, la suite phi n en escalier qu'on a définie auparavant, donc ça je rappelle. Alors, ce que l'on démontre, que vous vous rappelez que phi n est une fonction en escalier. Donc si c'est une fonction en escalier, il y a une subdivision adaptée. Attention, si vous essayez un petit peu d'écrire, vous avez ici un indice n, mais pour la subdivision, vous aurez aussi un autre indice. Cette quantité est bel et bien maintenant définie. On avait défini l'intégrale d'une fonction en escalier à la leçon précédente. Cette quantité, donc c'est un nombre réel, est convergente. Et par définition, nous allons poser tout simplement l'intégrale. Vous voyez la notation, pour l'instant, c'est une notation qui est inspirée de l'intégration des fonctions d'escalier. Comme on a défini les fonctions d'escalier, cette quantité est convergente, cette limite va donc exister, et par définition, on va appeler intégrale de A sur AB de f égale à cette limite-là. Alors, cette quantité est appelée intégrale de f sur AB. Alors, juste, comme toujours, une petite illustration géométrique de ce qu'on est en train de faire. Je prendrai un exemple, quand même, une écriture ou un dessin qui est assez simple. Vous voyez? Je vais prendre une fonction de ce type-là. Ça, c'est toujours A. Ça, c'est B. Alors, première étape,
On va essayer de voir d'une manière ou d'une autre comment peut-on approximer cette fonction continue par morceau, par des fonctions en escalier. Je ne prétends pas quand même que je vais faire n égale à 2, puis 4, 6, 1000, 10 000. Je vais juste donner une petite idée. Comment on va faire? Je vais dire, par exemple, ici, je vais prendre subdivision en 2. Pour plus de simplicité, je vais prendre ça en 2 et ça en 2. Donc, j'ai pris une subdivision de ce type-là. Et donc, à chaque étape, je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Une manière de faire ces approximations-là, c'est de faire, par exemple, soit je considère cette partie, vous voyez, au lieu de considérer ce morceau de courbe, j'ai considéré cette constante pour avoir tout simplement l'escalier. J'aurais pu aussi prendre la partie plus haute, donc c'est ce que je vais faire pour l'autre. Donc on va avoir, donc je vais, pour faire attention, je vais faire ceci. Et dans ce cas-là, quelle est la partie qui est réellement, dans cette partie-là, on a tenu compte de cette partie assurée, mais on a oublié, d'une certaine manière, ceci. Dans cette partie-là, en fait, on a ajouté tout ce qui est ici. Donc, je vais prendre ça. Donc, de la même manière, je peux, par exemple, prendre ça. Hein? Je peux aussi prendre ça. Donc, vous voyez un petit peu, je peux prendre ça. Je peux prendre, en fait, des choses comme je veux. Je peux prendre ça comme je veux. Hein? Donc, vous voyez, finalement, le fait de prendre uniquement des choses comme ça. Donc, ici, j'ai pris la même valeur, mais j'aurais pu prendre d'autres valeurs différentes. Ici, la même chose. Donc, à partir de la définition des fonctions, des intégrales de fonctions d'escalier, ici, ça va être avec un plus. Ici, ça va être un plus. Ici, ça va être un moins. Ici, ça va être un moins. Ici, ça va être un plus. Ici, ça va être un plus. Et donc, si vous voulez, l'intégrale de la fonction d'escalier, je prends cette R, plus cette R, moins cette R, moins cette R, plus celle-là et plus celle-là, ça va me donner une certaine intégrale d'une des fonctions phi, hein, d'une des fonctions phi. Et si je pousse l'approximation à la limite, ben j'obtiendrai, si vous voulez, vous voyez un petit peu ce que je peux faire, je peux petit à petit pousser pour qu'il y ait moins de valeur, je peux aussi pousser ceci pour qu'il y ait moins de valeur par excès, moins de valeur par excès, moins de valeur par défaut, la même chose ici, la même chose ici, et c'est un petit peu, théoriquement, on montre que ceci va définir cette notion d'intégrale. Si vous voulez, ceci correspond bel et bien un petit peu à la construction, je dirais, dans l'Antiquité, de la notion d'intégrale. C'était approcher une surface donnée par des surfaces très simples. Alors pour nous ici, surface très simple, ça va être des rectangles. Vous voyez, c'est des rectangles. Même pas des triangles, des rectangles. Pourquoi? Parce que on prend des fonctions en escalier. Donc, très capital, vous avez vu qu'on a pris assez de temps pour bien définir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir les propriétés de cette intégrale. Alors, je vais le dire dès maintenant, les propriétés de cette intégrale étant héritées par limite des fonctions en escalier, vous savez qu'on peut avoir, je dirais, presque les mêmes intégrales. Première chose, la linéarité. D'accord? Donc, soit f et g de vos applications continuent toujours sur l'intervalle fermé borné AB, je prends deux scalaires AB réels, alors l'intégrale de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des intégrales. Ça signifie donc tout simplement l'intégrale de la somme, c'est la somme de l'intégrale. Quand je multiplie par une constante, un scalaire, l'intégrale de la multiplication, vous voyez, alpha f, c'est alpha fois l'intégrale. Et ceci confère à la propriété de l'intégrale, la notion, ce qu'on appelle de linéarité. Quand j'associe f, je lui associe son intégrale sur AB, ben j'aurai quelque chose de linéaire. Positivité et croissance. Donc vous voyez un petit peu, c'est comme pour le cas des fonctions en escalier. Ben, si f est positive ou nul, alors l'intégrale est nulle, positive ou nulle. Alors ça vient de quoi? La fonction est approximée par des fonctions en escalier. Je peux donc approximer par des fonctions en escalier positives parce que f est positive. Je sais que l'intégrale d'une fonction en escalier positive est positive. La limite
d'une suite d'éléments qui sont tous positifs va être quelque chose de positif ou nul. Attention, positif ou nul. Alors, on verra une remarque. Si maintenant, de la même manière, f inférieur à g, bien sûr, deux fonctions continues par morceau, alors l'intégrale de f sur AB est inférieure à l'intégrale de g sur AB. Comment on y fait? Je prends g moins f qui est positive. Je remplace ici f par g moins f. L'intégrale de g moins f est positive ou nulle. J'utilise la linéarité et j'obtiens ceci. Alors, très important, je prends maintenant une application qui va de AB dans R, continue par morceau. On suppose que f garde un signe constant, c'est-à-dire qu'elle est soit positive, soit négative. Qu'elle ne change surtout pas de signe. Et je suppose que l'intégrale est égale à 0. Alors, si f est continu en un point de AB, nécessairement, f de x0 égale à 0. Ceci, c'est dû à la continuité en x0. En particulier, en fait, c'est le résultat qui est très important pour nous. En particulier, si f est continu sur AB tout entier, et si on a, premièrement, nous avons f garde un signe constant. L'intégrale est nulle. Si de plus f est continu, nécessairement, il n'y a pas d'autre solution. C'est que notre fonction est nulle. Ça signifie que l'intégrale, si l'intégrale est égale à 0, et si la fonction garde un signe constant, la continuité entraîne nécessairement que notre fonction est identiquement nulle. Alors, autre manière de voir un petit peu ceci, c'est tout simplement, si, on peut le voir par contraposé si vous voulez, si f est positif ou nul, bien sûr f est continu par morceau, continu en x0, donc je suppose que f garde un signe constant, il est continu par morceau, mais en plus continu en x0. Si f de x0 est strictement positif, alors intégrale sur AB de f ne peut être que strictement positif. Donc vous voyez un petit peu le résultat tout à l'heure, ce que j'avais dit, si f est nul, continu par morceau, s'il est continu, donc nécessairement la fonction est nulle. Donc vous voyez ici, s'il est continu et garde un signe constant, alors bien sûr, j'aurais pu aussi, pardon, la même chose, au lieu de considérer f, on peut considérer moins f, et donc travailler aussi dans le cas négatif. F de x0 strictement négatif, alors l'intégrale est strictement négative. Attention. Donc, je prends maintenant les inégalités de la moyenne, je prends f et g de deux fonctions continues par morceau. Alors, on a la valeur absolue de l'intégrale du produit est inférieure ou égale à sup de module de f. Donc, si vous voulez, j'ai privilégié ici petit f. Donc, j'ai sorti sup de petit f et ici l'intégrale de g. J'aurais pu aussi, on voyait un petit peu, c'est un choix, j'aurais pu aussi dire sup de module de g, intégrale de module de f. Et ensuite, je peux aussi dire, en considérant que ici c'est la multiplication par 1, l'intégrale de la fonction constante 1 sur a moins b, d'accord? En particulier, vous voyez, si je prends ici g égale à 1, j'aurai intégrale de la valeur absolue est inférieure ou égale à la valeur absolue de l'intégrale. Maintenant, valeur absolue de f, elle est majorée par le sup. L'intégrale sur AB de 1, c'est b moins a. Bon, ici on avait supposé que b était supérieur à a. Si maintenant b n'est pas supérieur à a, on considérera au lieu de b moins a, on va écrire valeur absolue de b moins a, tout simplement. D'accord? Donc, cette quantité 1 sur b moins a intégrale sur AB de f est appelée valeur moyenne. Elle est appelée à jouer un rôle assez intéressant et assez qui est utilisable pour cette notion d'intégrale. Inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est une sorte d'inégalité sur des distances, mais ça c'est un petit peu difficile à expliquer. Donc ce qui nous intéresse maintenant à voir, c'est tout simplement l'intégrale. Vous voyez, donc, attention, je prends l'intégrale du produit. Je prends le carré
de l'intégrale. Alors, ceci est inférieur ou égal à l'intégrale de f au carré que multiplie l'intégrale de g au carré. Donc, on va réécrire ça, vous voyez, tout simplement, je prends intégrale de fg, bien sûr sur AB, cette quantité au carré est inférieur ou égal, je vais dire intégrale sur AB de f au carré, c'est-à-dire en fait, grosso modo, c'est comme si j'avais envie de faire entrer l'exposant 2 à l'intérieur, je prends ça tout seul, que multiplie la même chose, intégrale sur AB de g au carré. D'accord? Donc, ça c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Si f et g, vous voyez, si f et g sont toutes les deux continues, on se pose un petit peu des questions à propos, est-ce qu'il y a égalité? Effectivement, il y a égalité si seulement si f et g sont proportionnels. Mais ceci n'est valable que pour la continuité. S'il n'y a pas continuité, cette proposition n'est pas valable. Qu'est-ce que c'est que proportionnel? Ça signifie que g s'écrit sous forme de lambda f. Alors, autre propriété qui est intéressante, la notion d'intégrale, l'intégrale est invariante par translation. Alors, c'est-à-dire, si je prends un alpha dans R, je prends une fonction g qui va de a plus alpha à b plus alpha, pardon, mais il faudrait quand même que les ensembles soient fermés, hein, dans R, et je considère intégrale de a plus alpha à b plus alpha, pardon, ici, à b plus alpha, de quoi? De la fonction g, ici qui est à t associe f de t moins alpha, de g est égal à l'intégrale sur AB de f. C'est-à-dire, si je translate la fonction d'une valeur réelle alpha, bien sûr, quand on translate, on va tout translater, donc l'ensemble de départ va être translaté de a plus alpha, donc ici b plus alpha, l'intégrale ne changera pas. Et on verra en fait ceci dans une prochaine leçon, on pourrait le voir, grosso modo, en disant que c'est de là, c'est un changement de variable qu'il faut faire. Alors, relation de Schall, cette relation très importante qui permet un petit peu de couper l'intégrale, c'est-à-dire, au lieu de travailler pour une raison ou une autre sur un intervalle AB, je vais couper dans un intervalle C. Alors, je prends la fonction qui est continue par morceau, je prends un point C qui est intérieur ici. Alors, on montre que si f est continue par morceau sur l'intervalle tout entier, alors elle va être donc continue par morceau sur ce premier intervalle et sur ce deuxième intervalle. Donc j'ai le droit de parler de l'intégrale sur AC, j'ai le droit de parler de l'intervalle sur CB, et en fait, j'aurai intégrale sur AB de f va être égale à intégrale sur AC de f plus intégrale sur CB de f. C'est ce qu'on appelle la relation de Schall, ça permettra. Alors c'est très très utile, c'est-à-dire surtout quand on a des changements de signes, pour utiliser parité, imparité, parfois pour pouvoir dériver, pour que l'on puisse être dans le cas d'application, par exemple, d'un théorème que l'on verra sur les changements de variables, ou parfois quand la fonction est définie par morceau, hein, définie sur ce premier morceau est égal à ceci, sur ce deuxième morceau. Alors, on est tranquille, l'intégrale va passer aussi à la même chose, tout simplement en ayant ceci. Maintenant, on va passer à une extension de la définition et une nouvelle notation. Alors, je prends I un intervalle de R. Je ne précise plus ici que I est borné ou fermé ou quoi que ce soit. Alors, je prends F qui va de I dans R, une application continue par morceau, mais sur cet intervalle de R, je prendrai 2 points réels. Alors, si A est inférieur à B, je vais noter A intégrale de A à B, donc la notation commence maintenant à adopter la notation, je dirais, classique. Intégrale de A à B de F, c'est
vraiment l'intégrale de a à b de f. Alors, pourquoi on écrit intégrale de a à b? C'est pour se permettre un petit peu de faire ce que l'on a l'habitude de faire. Si a est supérieur à ab, maintenant, je prendrai un moins, intégrale de a à b de f. Et enfin, si a égale à b, bien sûr, l'intégrale de a à b va être nulle. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Nous n'avons tout simplement la nouvelle notation dont on a parlé. Au lieu d'écrire intégrale de a à b de f, on va noter a à b de f de t dt. Dans cette notation, t est une variable muette. Alors, qu'est-ce que ça signifie variable muette? Je peux écrire f de t dt, je peux écrire f de x dx, je peux écrire f de y dy. Ce n'est pas un problème. Tout simplement, il me faut une variable. Mais ce qui est très important, si j'écris ici t, il faut écrire dt. Si j'écris ici x, c'est dx. Alors, on verra pourquoi ceci. Tout simplement, on verra que l'élément dt, ça va être l'élément différentiel, surtout quand on va faire des changements de variables pour faire de l'intégration par partie. Alors, je vais juste, avec cette notation-là, pointer un petit peu sur deux petits résultats. Intégrale de a à b de f de t dt, maintenant j'ai adopté cette nouvelle notation, va être égale à moins intégrale de a à b de f de t dt. Alors, si t, f, t périodique, je prendrai a plus t de f de t dt va être égal à intégrale de b à b plus t de f de t dt. Ça signifie que l'intégrale d'une fonction périodique sur un intervalle de longueur une période, parce que vous voyez la longueur c'est a plus t moins a, c'est t, b plus t moins b, on verra en fait que l'intégrale ne dépend pas de ceci. Et j'aurai aussi intégrale de a à b de f de t dt, de la même manière, va être égale à intégrale de a plus t, a plus de t, b plus t de f de t dt. On aura aussi, donc, si f est pair, j'aurai intégrale de moins a plus a de f de t dt, qui va être égale à 2 fois intégrale de 0 jusqu'à a de f de t dt. Et enfin, si f est impair, intégrale de moins a plus a de f de t dt va être égale à 0. Donc, si vous voulez, on peut facilement faire ce genre de démonstration. Alors, à partir de maintenant, on adopte cette notation de intégrale de f de t dt.